déjà un diplôme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça perturbe le cheminement éducatif et professionnel de ces jeunes-là de façon notable, parce que le cégep, là, la partie, là, ben, ils sont en réhabilitation, ils vont à des cliniques, ils vont se faire soigner, donc c'est un problème. Ça provoque des interruptions temporaires, permanentes peut-être, ça conduit au sous-emploi et non-emploi. Quand on n'a pas de papier, surtout en secondaire 5, quand on n'a pas de papier, en ce moment, je vous dirais que je ne sais pas si ça va toujours être comme ça, mais en ce moment, c'est la mode. Le papier. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut se pencher là-dessus. Sans soutien, c'est difficile. Alors, des constats sur l'insertion encore scolaire, le caractère cyclique et imprévisible des limitations complique aussi le maintien. Les gens qui viennent chez nous sont souvent vus de pleine motivation. Mais quand les problèmes de médication arrivent, les états d'âme rentrent en ligne de compte, la fatigabilité, là, ça devient plus difficile. Et prévenir, c'est difficile. Et les préjugés, les attitudes face à la clientèle, l'isolement des gens qui demandent de l'aide. Est-ce que ces gens-là vont venir demander de l'aide? Nous autres, c'est une grande partie de notre défi comme organisation. Ça, ok, c'est bon. Et particulièrement pour les services adaptés qui sont peu connus, les services qu'on va vous parler. En même temps que j'ai fini. Alors les chiffres. En fait, on va parler des étudiants actuellement dans le réseau universitaire québécois. L'Association québécoise interuniversitaire des conseillers étudiants en situation de handicap recoupe les 17 universités au Québec depuis 18 ans l'année prochaine. On a un partage d'expertise, on fait des colloques et des événements et de la formation. En 1994, quand on a commencé, c'était des données qui n'étaient pas complètes. Il y avait 716 étudiants dans le milieu universitaire québécois. Et en 2011-2012, il y en avait 5194. Et pour l'année dernière, 2013-2014, 8222 étudiants. C'est une progression. Là, tout de suite, mais c'est qui tous ces étudiants-là? Est-ce qu'on les connaît? Traditionnellement, le modèle au Québec s'est développé autour des étudiants que je dis standards. Déficience motrice, sensorielle, déficience auditive, déficience visuelle, déficience motrice. C'était les cas qu'on avait dans les années 90-85. Et après, 70% maintenant de la clientèle dans le réseau universitaire n'a pas un handicap visible. Donc, on va parler majoritairement de troubles déficitaires de l'attention, de troubles de santé mentale, de déficience organique. Et tout le reste, les 40%, les 30 à 40% qui restent, sont les clientèles qu'on dit traditionnelles versus émergents, mais c'est un terme qu'on essaie de remplacer par situation de handicap ou nouvelle population en situation de handicap, parce que les défis ne sont pas les mêmes. Ce sont tous des gens qui reçoivent des accompagnements actuellement? Tout à fait. C'est des gens qui, un peu comme tantôt M. parlait du dévoilement, c'est des gens sur une base volontaire qui se sont dévoilés au service d'accueil de soutien aux étudiants sur son handicap. Donc, ils ne sont pas obligés. À l'UQAM, quand on fait une demande d'admission sur un formulaire papier ou électronique, on peut manifester sans nécessairement donner le diagnostic. On demande êtes-vous une personne qui avait des besoins particuliers, la nature de vos besoins. Et là, il y a des coches. Ça a été TDA, licence motrice, santé mentale. Et là, c'est confidentiel, ça arrive à notre bureau et nous, on rentre en contact avec le futur étudiant, la future étudiante, et dit est-ce que vous avez procédé à l'inscription? Si ce n'est pas ça, c'est l'étudiant qui, lui, dans le plan de cours, on va le voir un peu plus tard, va voir une note du professeur qui dit que vous avez certains besoins d'aménagement. Ça doit être validé par un service qui est pas fourni, mais qui est enchâssé par l'université, un service institutionnel. C'est bon. Parce que des fois, les profs demandent des preuves. Tout à fait. Et nous, on ne veut pas ça. En fait, le professeur peut demander une lettre, c'est son droit à lui. Mais c'est aussi votre droit à vous de ne pas donner un diagnostic. Et nous, on est le trait d'union entre l'étudiant et le professeur pour valider les aménagements. Dans le spectre de la santé mentale, c'est très large. On peut avoir des étudiants qui vont être très corrects et qui vont demander des choses et qui vont bien se développer dans la relation professeur. Il y a des gens pour qui le diagnostic va être sur beaucoup d'impulsivité. La relation va mal se passer entre l'enseignant et l'étudiant. On est beaucoup plus dans un travail de communication. On a aussi des troubles de personnalité qui vont demander tout, puis avec tout, ça ne réussit pas plus. Donc, comment faire l'équilibre en ça? Il y a un intervenant pivot qui est le conseiller ou la conseillère. Autant pour aider l'étudiant que le professeur. Vous dites que les gens ne sont pas obligés, qui ont des besoins d'accommodement, de le dire au professeur. Est-ce que c'est la même chose pour les milieux de stage? OK, en fait, avec le conseiller qui va...
on développe une relation avec les étudiants. On les voit en moyenne pour un bac 4 ans, ils n'ont pas 3 ans. Pour une maîtrise, ça peut être à 5 ans, 6 ans. Pour un doctorat, on n'en parle pas, mais ils vont aussi au doctorat. On les voit beaucoup plus longtemps. Donc, on va avoir un lien de proximité avec l'étudiant. On va lui dire peut-être qu'il y a des avantages. Moi, je suis tenant là, du dévoilement. Mais il y a un contexte pour le faire, puis il faut que la personne soit capable d'assumer ce qui vient avec. Mais moi, à 20 ans, comme personne handicapée traditionnelle, c'était pas positif de le dire et je ne le disais pas. Donc, je peux très bien comprendre que l'étudiante dans mon bureau n'a pas envie d'en parler. Mais je pense que pour la santé mentale, plus on va être capable de mettre le visage sur quelqu'un, puis de comprendre les défis qu'il y a là au quotidien, plus on va être capable. Et c'est une relation qui est à définir. Ce n'est pas une obligation. Alors, on n'a pas besoin, comme milieu de stage, de connaître le diagnostic. On a seulement besoin que l'université ou le collège nous donne les accommodements que nous, on peut faire. C'est tout. Absolument. Un plan d'action et une grande connaissance. Donc, on va vous parler tout à l'heure de l'analyse de besoins et que ça se fait. C'est pas juste une rencontre, c'est pas 15 minutes sur le coin du bureau. Ça demande du travail, pour vous l'expliquer. Donc, pour l'ensemble des étudiants, 13% sont répartis dans les domaines suivants: sciences humaines, 43%, sciences de l'administration, 10%, sciences pures, 9%, sciences appliquées, 8%, sciences de l'éducation, 7%, arts, 6%, étudiants en libre, beaucoup, c'est une porte d'entrée à l'université, sciences de la santé, 4%, droit, 3% et lettres, 2%. Ils sont partout, les étudiants là. Ils ont le même parcours que d'autres. Si on compare ce pourcentage-là au pourcentage des autres étudiants, on est même étonné que nous, à l'UQAM, on dépasse les étudiants inscrits à notre service au 2e et au 3e cycle, contrairement aux étudiants dits réguliers. Donc, ils sont dans toutes les sphères. Oui? Parce que si je comprends bien, ça, c'est les statistiques de votre organisation. Hein? Oui. Ben, parce qu'il y a des gens qui se rendent, malheureusement, ils ne vont pas. Absolument. On peut imaginer. C'est tout à fait. C'est beaucoup plus que ça. Je vous dirais que. Surtout en santé mentale. Je vous dirais que pour être à l'UQAM depuis 2006, puis président de l'association depuis à peu près une dizaine d'années, c'est de moins en moins vrai. Pourquoi? Parce que dans les cégeps, il y a des liens. Je pense qu'il y a Bédard hier à sa télé en a parlé également. Les étudiants voient qu'il y a un avantage. Quand c'est indiqué dans un plan de cours, si vous avez des aménagements, vous avez des droits, l'étudiant se sent moins dire « Ah ben, jour, j'ai un papier d'un médecin ». La confidentialité est importante. Il y a une relation à bâtir de confiance en soi chez la personne qui a un diagnostic de santé mentale, aussi chez un intervenant qui va être le professeur éventuellement. Donc, il va y avoir une lettre. Donc, de plus en plus, les étudiants vont venir. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils arrivent en amont et non pas en parcours. Et la santé mentale, malheureusement, c'est tout le défi. Ils arrivent à la mi-session quand les notes ont commencé à sortir aux examens. Et là, ben, j'ai des besoins. Mais là, pour nous, c'est difficile parce que les besoins, on les met en place au moment où tu te manifestes, pas après. Juste pour recadrer, par contre, ici, les statistiques n'incluent pas le trouble de déficit de l'attention et le trouble d'apprentissage parce qu'on les isole, et aussi le spectre de l'autisme. Monsieur? Mais qui sont présents chez nous, et sinon, ça aurait été 70%. Oui? Juste une question. Quand on parle de soutien aux étudiants, est-ce qu'il y a le même genre de soutien qui est offert aux personnes, par exemple, qui ne sont pas prêtes à entreprendre des études universitaires, mais qui n'ont pas de diagnostic ou d'handicap? Je ne sais pas si vous me suivez, c'est 2 poids, 2 mesures, parce qu'on donne comment les gens font la part des choses entre l'individu qui n'est juste pas prêt à entreprendre des études universitaires et l'individu qui a des... En fait, la difficulté versus le On va le voir. On va le voir tantôt. On va le voir, oui, il y a des graphiques pour ça. Mais c'est une excellente question. Tout à fait. J'aimerais savoir, Oui. Moi, c'est ça qu'on dénote une assez importante proportion en sciences humaines des gens qui ont des problèmes en santé mentale. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Oui, pourquoi est-ce que les gens se dirigent là-dedans? On dirait qu'il y a une propension vers ça. Ben, le besoin d'être en relation. Sciences humaines, ça va être des sciences beaucoup plus molles. On va travailler sur soi, on va vouloir aider l'autre. Et comme on n'a pas été aidé, souvent on devient beaucoup plus altruiste. J'ai beaucoup d'étudiantes qui ont des troubles difficiles de l'attention, qui veulent aller en adaptation scolaire. Et là, il faut souvent recadrer. Il y a des exigences académiques. Mais on en a beaucoup en art quand même, 6%. Mais sciences humaines, oui. C'est plusieurs facteurs, entre autres l'exemple, effectivement, ils ont vu des gens en relation d'aide et ils s'identifient. Il y a aussi les critères d'admissibilité. Souvenez-vous que les gens qui ont des troubles mentaux ont des parcours atypiques, donc ils n'ont pas toujours tous les prérequis pour rentrer dans certaines facultés qui sont plus exigeantes. On parle de notes aussi.
Et quand on parle de sciences humaines, souvent on peut rentrer 21 ans avec de l'expérience connexe. Et quand on a un trouble mental, souvent on dit aussi, comme certains ici, on dit bénévolat et des choses comme ça. Donc ça implique dans le milieu où ils se retrouvent. Donc ils peuvent rentrer avec cette base-là. Donc c'est plusieurs facteurs qui font que ces gens-là vont là. En sciences humaines, il y a plusieurs programmes. C'est une faculté énorme avec beaucoup de possibilités, de concentration, de programmes, puis avec des sous-spécialités dans certains programmes. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une grande faculté qui peut absorber beaucoup de monde. Ça peut absorber les travailleurs sociaux? Les travailleurs sociaux, sexologie, en passant à la philosophie. Allez-y, là. La faculté des sciences humaines, c'est énorme comme faculté. Donc, ça répond aussi un peu à ça. Pourquoi cette hausse? La société québécoise affirme de plus en plus le droit à l'enseignement, à l'éducation pour tous. Le cadre législatif, on va en parler tantôt, la différence entre un aménagement et un accommodement. Le financement qui est différent maintenant, l'information scolaire et professionnelle, et puis les spécialistes essaient de mieux en mieux les diagnostics. Donc souvent, il va y avoir un continuum de services qui n'est pas une transition, ça fait partie de vos questions, qui est parfaite, mais déjà entre le primaire, secondaire, il y a une transition qui s'est amorcée. Entre les cégeps et le secondaire, il y a une rupture, mais entre l'université et le cégep, il y a un lien. Donc éventuellement, ça risque de s'harmoniser, mais il faut se rappeler qu'on en parlait hier à votre conférence d'ouverture, c'est très silo, l'enseignement primaire et secondaire. Il y a une obligation légale pour l'État de répondre, mais le cégep et l'université, ça demeure facultatif. Personne n'est obligé d'aller à l'enseignement supérieur. Donc, ça revient à un choix d'un individu avec ou non une situation de handicap. Puis les services offerts se perfectionnent dans les écoles. Plus grand que nous, un choix de société. Il ne faut pas s'étonner, ça j'aime beaucoup ça, parce que c'est les portes des établissements qui étaient largement ouvertes dans le but de faciliter l'accès à un éventail plus grand de la population, de diminuer l'impact des conditions sociales d'appartenance sociale d'origine, d'affirmer la volonté des établissements d'enseignement supérieur de ne plus être réservés à une élite. C'est la conférence de la défunte Crépul qui a fait un mémoire en 2010 qui présentait ça. Il ne faut donc pas s'étonner aujourd'hui, quand on voit des enseignants, de dire que vous allez avoir des jeunes filles monoparentales, vous allez avoir des adultes qui reviennent à l'école, vous allez avoir des étudiants qui n'apprennent pas de la même façon, vous allez avoir des étudiants avec des troubles anxieux, vous allez avoir énormément d'étudiants avec de l'anxiété de performance. Comment faire face à ça? Là, il y a quelques concepts qui peuvent être mis à profit, dont la conception universelle d'apprentissage, on va en parler un petit peu plus tard. Mais il ne faut pas s'étonner, parce qu'au final, c'est quand même un choix de société. La société québécoise, c'est dit au même titre qu'il y a une cinquantaine d'années, on donne le droit de vote aux femmes. Ça a donné une société qu'on a aujourd'hui. C'est les choix d'aujourd'hui. Il y a une quarantaine d'années, on s'était donné le choix que les personnes handicapées dites traditionnelles, déficiences motrices sensorielles, pouvaient aller à l'université. Donc aujourd'hui, à l'université, on a des gens qui ont des handicaps non physiques. Une vision sociale du handicap, ça va répondre à quelques questions qu'on a eues au début. Pourquoi on parle des situations de handicap? C'est quoi une situation de handicap? C'est la beauté du modèle. C'est un modèle social du handicap. Une situation de handicap est toujours le produit de deux facteurs. C'est une personne dite handicapée en raison de sa déficience, mais c'est des barrières environnementales. Dans le cas de la santé mentale, ça serait des barrières relationnelles, sociales, parce qu'il faut rentrer en contact, il faut peut-être avoir eu un contact avec une personne qui a un trouble de santé mentale, puis si on n'en a pas eu, c'est la télévision, malheureusement, les informations qui nourrissent notre interaction, ce qu'on va avoir comme idée avant même de rentrer en relation. Situation de handicap, ce modèle-là social, il est prôné par l'Office des personnes handicapées du Québec, qui va aussi avec la loi assurant l'exercice du droit des personnes handicapées au Québec. C'est donc le rôle des services, c'est d'éliminer les situations de handicap. J'ai besoin d'un diagnostic, et ça répond un peu à la question tantôt du monsieur. Je ne travaille pas au service, et les 17 établissements qui ont des services aux étudiants sous handicap ne travaillent pas avec des étudiants qui ont des difficultés ou des problèmes. On travaille avec des étudiants qui ont des troubles. Donc, j'ai un trouble déficitaire de l'attention qui amène peut-être des problématiques, mais au départ, il y a un trouble. Donc, la situation de handicap, elle est liée à des facteurs environnementaux. Dans le cas de l'université, ça va être quels sont ces facteurs-là? La pédagogie, les travaux d'équipe, tout ce qu'on a dit un peu plus tôt. Que veut-on dire par situation de handicap? Le handicap émerge de la relation entre les personnes en situation de handicap et leur environnement. Il survient lorsque ces personnes rencontrent des barrières culturelles, toute notre méconnaissance de la santé mentale, physique, dans mon cas, ou sociale, j'ai des préjugés, qui
qui empêche d'avoir accès aux divers systèmes de la société que les autres citoyens peuvent utiliser. Ainsi, le handicap est une perte ou une réduction des opportunités permettant de prendre part à la vie de la communauté au même titre que les autres. Si je n'ai pas de transport adapté et je n'ai pas accès aux autobus à plancher bas, je ne suis pas une personne handicapée, c'est le transport en commun qui me rend handicapé. Donc, le handicap ne repose plus sur l'individu. Donc, soyez positifs, c'est correct d'être handicapé aujourd'hui. Donc, c'est un modèle développé au Québec. Le processus de production de handicap. Rapidement, oui, on va passer vite, mais il y a des facteurs identitaires, c'est tout ce que porte l'individu, y compris ses jours soleil et ses jours de pluie. Le système organique, c'est toutes ses aptitudes et ses incapacités, ses capacités. La capacité et ses interactions vont se faire dans des facteurs environnementaux. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il vit dans sa famille? Est-ce que c'est une pression familiale? Puis les habitudes de vie, c'est la réalisation. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bien, je viens de l'université parce que j'espère finir ma comptabilité, parce que ça a toujours été un de mes rêves. Donc, j'ai peut-être dans mes facteurs environnementaux de la difficulté financière, parce que je suis en sécurité depuis plusieurs années, mais dans mon identité, j'ai l'âge que j'ai, donc je ne suis pas issu des nouvelles technologies, donc ça fait partie de ma réalité de vie. Donc, comment nous, on va recevoir ça pour aider la réalisation des études de vie, c'est-à-dire l'obtention du diplôme ou la finalité du projet d'études. Définition légale d'une personne en situation de handicap, et là, c'est très simple, ça s'applique sur le modèle que je viens de dire, c'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Être une femme enceinte, c'est significatif, c'est persistant jusqu'à l'âge de 18 ans, mais ça ne ferait pas partie. Plus tard, mais c'est pas ça. Avoir de l'anxiété de performance, c'est significatif et ça pourrait être persistant, mais si tu vois un psychologue et tu travailles avec cette personne-là, on pourrait recadrer. Un trouble anxieux va toujours rester un trouble anxieux, malgré des thérapies, malgré une médication. Il peut être asymptomatique, mais à un moment donné, l'environnement peut remettre les éléments qui le perturbent et les symptômes vont réapparaître qui a fait toutes les thérapies possibles et impossibles. La bipolarité, je prends la médication, je ne prends pas de médication. Ça reste une bipolarité, mais pour l'intervenant qui va être le conseiller ou la conseillère de cet étudiant-là, si j'arrête de prendre mes médications, j'ai intérêt à avoir une relation de proximité avec toi pour être capable de décoder les symptômes. Donc, dans les habitudes de vie, avant d'arriver à la réalisation, on va demander dans ton identité comment ça fonctionne pour toi. Tu as déjà arrêté ta médication dans le passé. On va questionner ton sommeil. Est-ce que tu dors bien? Pour avoir une idée et être capable. Mais le plus gros défi de la santé mentale, et moi je suis issu de la communication, c'est de retravailler avec quelqu'un, dire tu ne te vois pas aller, mais moi je te sens vulnérable et fragile. Et puis la personne ne le voit pas. Puis j'ajouterais que toute la médication aussi, on oublie ça, surtout les psychiatres, sympathiques psychiatres, parce qu'elle me racontait une histoire d'ouverture chez le psychiatre, la médication, souvent les personnes sont asymptomatiques, mais la médication provoque d'autres symptômes qu'il faut être pris en considération. De l'anxiété, ou même des tremblements, ou même la bouche sèche. Pardon? Se réveiller tôt le matin. Se réveiller tôt, ou les pertes au niveau de la concentration. C'est même plus la maladie, c'est le médicament qui donne cette... Alors, à un moment donné, quand j'explique ça aux psychiatres, je leur dis, écoutez, attention, là, vous me dites que ça n'existe plus chez elle, pas sûr. C'est des choses que je voulais en venir tout à l'heure. Chez un État et la médication qui entraîne des problèmes de concentration, voilà. De concentration. Alors, je suis un peu coincé si ce n'est pas avec la médication. Non, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut penser à des aménagements, à des accommodements. Et on va vous expliquer un peu, c'est pourquoi on parle un peu d'aménagement plus qu'accommodement. Mais je pense qu'il faut penser à quelque chose pour vous aider à faire votre parcours. Parce que vous n'allez pas arrêter votre médication, effectivement, parce qu'elle vous permet de fonctionner. Mais elle provoque autre chose qu'il faut régler. Il faut aider. Le trouble est toujours là. Oui. C'est comme en fauteuil roulant, je suis autonome, mais je reste quand même une personne handicapée. Si je n'ai pas de rampe, puis il n'y a pas de porte automatique, c'est un peu la même chose que pour les effets secondaires. Donc, si on en revient à la définition, c'est significatif et persistant. Vous restez bipolaire, mais la médication vous permet, au titre que mon fauteuil roulant, de vaquer à vos activités quotidiennes. Mais ça n'empêche pas que vous et moi, on va rencontrer des obstacles, un seuil de porte trop élevé,
Dans votre cas, ce serait autre chose. L'écriture, signer, faire remplir des papiers, faire... avoir un cours en soirée, Madame le disait tout à l'heure, la oui. médication fait peut-être moins fait, je suis plus fatiguée, donc comment travailler là-dessus? Une illustration d'une situation de handicap, Alexandre, il est étudiant en sciences, il a difficulté à décoder les attentes et comprendre l'interaction sociale. Est-ce qu'il sera Asperger? On ne sait pas, mais on travaille plus sur le diagnostic. On va parler sur l'environnement. Alexandre réussit toujours bien ses travaux, il obtient d'excellentes notes lorsqu'il travaille seul, éprouvant les difficultés de perception et de communication qui engendrent de l'anxiété lorsqu'il doit travailler en équipe. Il préfère se retirer et se taire, ce qui entraîne le sarcasme des collègues et une note médiocre. En permettant à l'équipe entière d'obtenir un peu plus de soutien ou en permettant à Alexandre d'accomplir ses travaux de manière équivalente dans le respect des standards académiques, lui permettrait de poursuivre son parcours vers la réussite. Mais il faut pour ça qu'Alexandre s'ouvre soit à un conseiller ou soit via l'équipe, mais sinon le conseiller peut être le trait d'union via le professeur pour dire est-ce qu'à ce moment-ci du parcours de l'étudiant, les travaux d'équipe sont le meilleur défi qu'on peut faire. Là, on va peut-être avoir un professeur qui va dire oui, mais ma pédagogie, M. Lemay, c'est de faire des travaux d'équipe. Là, on va dire oui, mais nous, on travaille avec l'étudiant à ce qu'il rencontre les travaux d'équipe, mais est-ce que pour la mi-session, on pourrait peut-être faire autre chose qu'un travail d'équipe? Sinon, on va voir le degré. Est-ce que l'étudiant a 20 ans? Est-ce que l'étudiant a 30 ans? Est-ce que l'étudiant est nouvellement diagnostiqué? Est-ce qu'il est médicamenté depuis peu? Donc, tout ça va être des facteurs qui vont permettre au conseiller ou à la conseillère d'évaluer. Mais les standards vont toujours rester les mêmes, mais le déploiement va s'ajuster. Même le rôle dans l'équipe, c'est quel rôle il peut adopter, parce qu'il pourrait travailler en équipe, mais quel rôle il peut avoir. Peut-être qu'il est obligé de participer de la même façon que les autres. C'est quelque chose à faire. Oui. Madame? C'est en lien avec ce que vous aviez dit pour la réintégration au travail. J'ai une situation particulière. C'était quelqu'un que je rencontrais, que je suivais quand j'étais travailleuse sociale. Puis elle avait de soutien à l'école, mais quand elle était en milieu de stage, le milieu de stage ne voulait plus l'accommoder parce qu'il disait, bien, ici, dans ta nouvelle job, tu ne seras pas capable. Tout ça, c'était de highlighter ce qu'elle lisait. Elle avait juste besoin elle était dans les services paramédicaux, et puis elle avait besoin de highlighter ce qu'elle lisait puis on lui a dit en milieu de stage, ben, ici, dans ta job, tu n'auras pas le droit de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, là. Dans les dossiers médicaux, peut-être, parce que c'était dans le domaine médical? Elle était dans les dossiers des patients ou des participants. Ça peut être ça aussi. Il y a sûrement des Mais tu peux faire ça dans les dossiers des patients. Mais la question devrait même pas être est-ce que je peux faire ça? C'est en quoi, si je fais ça, ça cause un problème. Et là, on fait référence à beaucoup plus d'individus qui se mettent au-dessus. J'ai un contrôle et moi, je décide du oui ou du non. Mais on va y revenir parce que c'est des bonnes questions. Parce qu'il y a des moyens, il y a des acétates qu'on peut mettre sur le document et le souligner, la personne le lit, après elle peut l'enlever. Il y a plein d'autres, c'est ça, il faut être créatif, mais il faut savoir pourquoi. Si vraiment c'est à cause des documents officiels qu'on trouve dans les archives, je sais qu'on ne peut pas souligner parce que quand on fait des photocopies, il y a certaines photocopies, ça fait une ligne noire, donc on perd du texte. Mais mettre un acétate et... Il y a toujours moyen. Et ça, il faut réfléchir à deux, c'est dur tout seul. Il faut connaître, est-ce que c'est une règle écrite ou c'est un individu qui décide que moi, c'est comme ça que ça fonctionne? Ça aussi, oui. Madame? Oui, bien, c'est votre exemple, ça relève le volet professionnel, hein, parce que moi, ce que je dis dans mon exemple, c'est qu'on respecte le standard académique, que ça convient à tout le monde finalement, l'étudiant, l'enseignant. Mais quand ils font, nous, nos étudiants sont déjà infirmières. Hein, ils ont fait un DEC en soins infirmiers, ils viennent faire un bac pour poursuivre leurs études. Souvent, ils prennent dans un hôpital, étudiants en même temps. Puis, à un moment donné, les accommodements, nous, notre seuil, c'est, est-ce que, oui, en classe, on peut le faire, ça fonctionne, mais est-ce qu'en milieu de travail, c'est pas applicable? Ben là, on va se retrouver qu'à... Je sais que vous avez plein d'idées moyennes, mais à un moment donné, ils travaillent d'infirmière dans les hôpitaux, de ce que c'est, là, mais... Il y a toujours un continuum de difficultés associé à la problématique. Moi, je le fais toujours en lien avec l'étudiant. Je dis toujours, dans un métier, il y a certaines problématiques d'efficience ou problèmes médicaux qui fait que les aménagements sont minimes. Après, on va dans le médian, ça veut dire qu'on en prend pas mal. Et à un moment donné, on s'approche et ça peut être très lourd.
associé à un plan professionnel, associé à une déficience. C'est pas tout seul, on veut pas, parce que là, à un moment donné, on ne veut pas déranger le mode de fonctionnement. C'est pas ça. Il faut se pencher sur qu'est-ce qui fait, mettons, on ne peut pas encore aménager quelqu'un qui est non-voyant et qui veut être chauffeur d'autobus. Comprenez-vous, c'est ça l'affaire. Bon, là, on va donner, c'est un exemple très très gros, là, je vous avertis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver un jour. Et c'est ça que je veux dire, parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais être pilote d'avion et je ne pouvais pas être pilote d'avion pour les avions moteurs parce que j'avais des lunettes. Maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, moi, mes licences sont planeurs et non moteurs. Mais maintenant, je pourrais. C'est un bel exemple, ça. C'est là où on tombe dans la responsabilité partagée. Le rôle de l'université, c'est de valider les apprentissages. Mais le rôle du conseiller ou de la conseillère, c'est de préparer l'étudiant. Écoute, tu t'en vas à l'adaptation scolaire et tu as une grosse dyslexie. On va peut-être y arriver, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, il y a un défi. Attention, mais il faut préparer l'étudiant à dire il y a peut-être une limite dans un milieu de stage. Ta façon dont tu fonctionnes actuellement, ça ne pourra peut-être pas s'appliquer. Est-ce que tu as une alternative? Et là, il y a monsieur puis il y a madame. Monsieur? Ouais, je ne sais pas si c'est pertinent, mais comment ça se comprend que les étudiants, tu de la musique, ça ne va pas... C'est possible, d'où l'importance de bien... d'avoir un bon contact avec le professeur, d'avoir un bon contact avec l'individu, puis de son niveau de confort, de bien expliquer les choses. Et de toujours, moi je le souligne beaucoup, les standards académiques. Bien connaître les standards du programme à lequel il s'intéresse et de voir comment les aménagements peuvent être faits tout en gardant ces standards-là. Dans ce temps-là, il n'y en a pas de problème de jalousie parce que la personne va être évaluée comme les autres, va avoir s'il y a un A, c'est un A aussi bon pour la personne qui a un handicap que celui qui n'en a pas. Par contre, il y a une réalité, à un moment donné, est-ce que je peux aménager ce type de programme-là? Et moi, ma bataille, c'est beaucoup de réfléchir sur son choix professionnel. Mais là, en ce moment, les coupeurs sont très à la mode, de tous ceux qui travaillent dans le domaine vocationnel. Je ne veux pas faire une pub, là, mais excusez, j'ai un petit quelque chose. Daniel, oui. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nuancer, parce que je trouve la question très intéressante, et on est confronté à ça régulièrement. Oui. Moi, j'aimerais ça que tu nuances sur cette espèce d'obligation d'accommoder versus des professeurs qui vont dire ce que tu me demandes, c'est un privilège. Okay. Bon, on va le voir un peu plus tard, mais nous, tantôt, on va voir la politique institutionnelle, il y a une obligation légale. Là, on est toujours dans un modèle social où on compte sur la responsabilité partagée de chacun des acteurs pour dire c'est la diversité dans laquelle on est. Quand on n'arrive pas ça, on arrive à un accommodement raisonnable. Et là, il y a des jurisprudences où il y a des milieux de stage ou des employeurs qui se sont fait taper sur les doigts avec raison. Donc, la norme, là, il faut juste se rappeler ce que je veux dire. On a déjà stérilisé les femmes qui étaient prisonnières pour pas qu'il y ait accès à des enfants. On n'en est plus du tout dans ça. Une famille, avant, c'était un papa, une maman, puis 15 enfants. Aujourd'hui, ça peut être 2 gars, ça peut être 2 filles. La société a évolué. Donc, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Mais il y a certaines réalités professionnelles où moi, j'ai des employeurs qui vont nous dire on veut quelqu'un qui a un trouble déficitaire de l'attention parce qu'à Paris, on a gradué un informaticien avec une déficience aveugle totale. Mon rôle, c'était pas de dire tu peux pas aller là-dedans. Mon rôle, c'est comment on va faire la brique informatique, la rendre accessible pour toi. Ben, il était engagé tout de suite chez l'Auto-Québec parce que la vision qu'il avait, c'est le cas de le dire, là, de l'informatique n'était pas standard. Donc, il n'abordait pas les problèmes et il trouvait des solutions différentes. Donc, en quoi, et on va finir tantôt là-dessus avec le bulletin, c'est pas positif d'être différent. J'ai même un étudiant qui a arrêté sa médication de bipolarité parce qu'il disait pour mes examens, j'aime mieux être dans une période de high qu'être une neutre. Tu sais, moi, je ne suis pas médecin, puis je dis bon, OK. Mais dernière question, monsieur. Puis une pause, je ne sais pas à quelle heure. 10 ans, parfait. Tout simplement, je trouve ça le fun si j'entends que, bon, en tant qu'étudiant, j'ai mes responsabilités, il faut que j'ai des attentes réalistes, puis en même temps que je peux avoir du soutien finalement, puis qu'il y a de l'espoir, je trouve ça le fun. En même temps, je me dis, avant d'arriver à l'école, pendant que je suis à l'école, par le milieu du travail,
des accommodements à faire, une préparation d'étudiants là-dessus? Est-ce que continuum de services qui me suit tout le long ou c'est comme vraiment fragmenté? Mais à quoi tu penses quand tu dis te préparer? Parce que comme ça, savoir que j'ai pas d'attente réaliste finalement. Les conseillers d'orientation dans certains organismes, les journées portes ouvertes, maintenant un comptoir depuis 6 ans pour soutien à l'apprentissage, accueil, soutien aux étudiants en situation de handicap. Donc, il y a des professionnels qui sont sur place. Mais moi, ce que je dis pour tout étudiant, là, même si on oublie, c'est de réfléchir pourquoi je vais à l'université. Parce que c'est un stress additionnel. C'est quoi mon projet de vie? Puis pas perdre un temps qui nous est précieux au bout de la ligne. Il y a maintenant, dans nos activités réservées des conseillers d'orientation, ils ont bien campé dans les 4 activités. La première étant d'évaluer une personne ayant un problème neuropsychologique ou de santé mentale, en vue de l'aider dans sa réflexion vocationnelle. C'est bien donné maintenant aux conseillers d'orientation. Donc, je pense que c'est important d'aller les rencontrer. Ils vont vous préparer, ils vont vous donner des informations à ce niveau-là dans des organismes, et il y en a beaucoup de gratuits, hein, les Carrefour Jeunesse Emploi, les organismes spécialisés pour les personnes en situation de handicap, ça vaut la peine. Je sais qu'on commence à des denrées rares, j'en parle avec mon président, il y en a peu qui se spécialisent là-dedans aussi, qui y souhaitent, mais ça vaut la peine d'en parler. Cherchez. Et vous êtes innovateur parce qu'on arrive à un point qui vous concernait. Pour faire face à ça, il y a 4 ans, pendant 4 ans, l'année dernière, il y avait un comité interordre, cégep, université, qui se sont alliés. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'histoire de l'humanité québécoise, c'est très rare que les cégeps et les universités travaillent autour de la même table. L'association que je préside, c'est 17 universités, mais 3 universités anglophones autour de la même table depuis 18 ans. Ça aussi, c'est rare. Et jamais on se tape sur la gueule. On peut avoir des points de vue très différents. Cégep, université, c'est différent, mais on dit, on a la même préoccupation, c'est l'étudiant au cœur de nos préoccupations. Donc, favoriser une transition, le ministère de l'Éducation a financé pendant 4 ans le comité interordre, et le but c'était de faire des campagnes de sensibilisation à l'interne et dans les cégeps et les universités, mais aussi des groupes de travail. Quand l'étudiant dit je vais graduer du cégep, je vais aller à l'université, ben comment la transition va se faire? C'est quoi? Dans quoi tu t'embarques? Moi, je suis vraiment un tenant que si je pars en voyage, je sais que ça ne sera pas accessible partout. Mais si je sais à quoi je m'attends, puis que je me dis souplesse, Sylvain, je risque de penser à un meilleur voyage que si je pense que tout va bien aller. C'est jamais vrai pour personne. Les gens ce matin ont dit je vais prendre l'autobus à telle heure, on l'a manqué. Qu'on ait un trouble ou pas, la vie, elle est exigeante pour tout le monde, monsieur. Moi, j'entends souvent parler du test de transfert à la sortie du travail à l'université. Oui. C'est un test assez difficile. Oui. Et moi, avec mes problèmes, c'est pas par moi, parce que moi, je suis plus à la retraite que le marché du travail. Mais les jeunes qui vont, c'est pas là, des personnes normales, régulières, par exemple, jusqu'à 4 fois pour réussir à passer cette test-là. Les personnes qui ont une trouble de santé, un trouble sévère de santé mentale, ma thèse peut plus passer à travers elle a intérêt à cette épreuve. Elle va avoir du temps supplémentaire, elle peut avoir quelqu'un qui va l'aider à faire des pré-tests qui vont l'amener, elle peut avoir aussi quelqu'un qui va lui dire où elle fait des fautes, pour l'amener à réaliser tout de suite sur place. Ce test-là est tellement difficile que même le ministre de l'Éducation voulait le faire sauter éventuellement. Ben là, il ne veut pas. Mais en fait, on revient encore. Est-ce qu'on veut, enseignant, là, on va se faire le petit cours inverse. Vous recevez votre enfant un petit mot, l'enseignante aimerait vous rencontrer telle date, puis il faut dans le petit mot de la boîte à lunch de votre enfant. Vous allez dire, ben voyons donc, c'est l'enseignante qui enseigne à mon fils, puis elle ne maîtrise pas le français. Comme société, on s'est dit qu'au Québec, le français est important parce qu'on est une minorité. Donc, le rôle, c'est de dire, cette valeur-là, les communes à tout le monde, on veut le français. Le rôle des services, c'est de dire, tu as certaines difficultés, tu as un trouble, comment on peut t'accompagner à passer le test? Si la plupart du temps, les étudiants réussissent. Oui, avec les aménagements. Mais c'est une obligation. Venir à l'université, on en revient tantôt, il y a de la lecture. Si tu n'aimes pas faire la lecture, que tu aies un trouble de santé mentale ou pas, viens pas à l'université. Jusqu'à preuve du contraire, l'université fonctionne que c'est un savoir par des maîtres, puis c'est des étudiants, puis c'est le mélange entre tout ça, versus des travaux d'équipe et de la lecture. Un cours, c'est 3 heures, puis c'est minimalement 2 heures de travail à la maison.
Si j'ai 6 heures de cours, j'ai déjà 4 heures de travail à la maison, je suis rendu à 10 heures semaine. Si j'en prends 12, ainsi de suite, je multiplie, puis si je travaille 45 heures semaine. Mais avant d'aller à la pause, parce que ça rejoint un peu, on va parler, on va vous montrer une capsule de Marianne, qui a un trouble de santé mentale, qui n'a pas nécessairement été chercher l'aide, puis comment elle va y arriver, puis qu'est-ce qui se passe pour Marianne, puis après on va prendre une pause. Est-ce que vous entendez bien? 10 ans, 23 jours et 2 minutes, Marianne a reçu un cadeau qui a changé sa vie. Un Holga rempli de couleurs. Depuis ce temps, elle rêve de voyager à travers le monde pour prendre des clichés de différentes cultures. Marianne aime tout ce qui est authentique. Elle se fait toute petite pour obtenir un portrait exact des gens qu'elle croise. Lors de ces moments magiques, une seule chose peut venir tout gâcher. La présence d'un redoutable chihuahua. Autant elle peut détester les chiens miniatures qu'elle peut aimer les macarons. Pour elle, cette petite gâterie synonyme de récompense. Pour en manger, elle doit mériter. Bonne nouvelle, l'histoire de Marianne ne s'est pas terminée de cette façon, car elle est allée chercher l'aide nécessaire pour poursuivre ses études malgré ses troubles de santé mentale. Si comme Marianne, vous croyez avoir des troubles de santé mentale, vous pouvez bénéficier de mesures d'aide pour vous soutenir lors de vos études. Nous vous conseillons d'entrer en contact avec les services d'intégration ou de soutien des étudiants en situation de handicap de votre cégep ou de votre université. Ils pourront vous aider à obtenir une évaluation de votre trouble de santé mentale si vous n'avez pas déjà reçu le diagnostic. En vous référant au bon endroit, évaluez vos besoins pendant vos études au cégep ou à l'université, mettre en place des services qui vous aideront à poursuivre vos études. De plus, vous pouvez consulter le service de psychologie de votre école. Grâce à tous ces outils, Marianne a pu devenir photographe professionnelle et son travail lui permet de voyager partout dans le monde. À vous de mettre toutes les chances de votre côté pour devenir ce que vous avez toujours rêvé.
Ce site-là était en service pendant 4 ans. Et puis, il y avait des capsules qui touchaient les troubles d'apprentissage, la dyslexie, l'orthographie, les troubles déficitaires de l'attention et le trouble envahissant du développement. Questions, commentaires? Oui? Est-ce possible de retrouver ça? Oui, tout à fait. C'est sur le site du CRISPECH, qui est le groupe de recherche sur l'inclusion sociale, dans la section, sur le site Google, vous tapez CRISPECH. C-R-I-S. Oui, hein, c'est P-E-C-H. S-H, oui, excusez. Il y a sur le site des informations pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, pour les professeurs. Un peu plus tard dans la présentation, on va voir une capsule comme ça, mais faite avec des témoignages de professeurs qui avaient dans leur classe des étudiants avec un trouble de santé mentale. Ils vont parler ouvertement de les difficultés, des problèmes, mais aussi des solutions qu'ils ont trouvées, puis en quoi aussi, sur le soutien au service, a pu les aider à accompagner les étudiants vers la réussite du projet d'études. Oui? Oui. Dans cette vidéo-là, il montre la spécificité des problèmes de santé mentale. Parce que les étudiants qui arrivent non-voyants de naissance, c'est comme, bon, tu vois pas, c'est un projet, allons-y, puis ce qui arrive, comme là, on a une étudiante, justement, ces temps-ci, puis là, elle ne se pointe pas à ses travaux d'équipe alors que c'est noté, elle ne remet pas ses affaires, elle est absente à un examen, elle nous a donné comme justificatif un billet de chiro, c'est évident que de l'anxiété sévère, puis qu'elle a besoin. Mais non, c'est correct, je m'arrange, puis fait que là, on la regarde aller, mais la refuse, à demander de l'aide. Puis là, moi, je trouve ça tellement de valeur parce que on peut faire cette chose. On pourrait l'aider à avoir accès à des séances de psychologie, tout ça, mais comme on dirait qu'elle n'est pas rendue là, à dire ça. On en revient que si elle ne manifeste rien, on ne pourra pas recadrer la situation. Et c'est là de lui dire, c'est peut-être demandant en même temps, mais ça va être tellement plus aidant pour la suite, parce que légalement, on ne peut pas revenir sur une situation passée. S'il n'y a pas eu une manifestation quelconque que j'ai un besoin, elle a l'obligation d'apporter les pièces justificatives, elle a l'obligation de manifester qu'elle a besoin d'aménagement. Si elle ne fait pas ça, bien, les notes vont tomber avec un E, et puis après, bien, ça va être une sanction graduée, parce qu'elle va être trop, puis peut-être exclue. Et là, ils vont venir nous voir. Et là, c'est beaucoup plus difficile de remonter la côte, et on vit un énorme détour d'anxiété qui pourrait être passé. Mais c'est la cause de la stigmatisation. Parce qu'elle, si elle dit oui, j'ai besoin, et oui, je veux un psychologue, puis peut-être même un médecin, parce que j'ai peut-être besoin d'éducation, ben ça y est, elle a l'étiquette. Mais moi, j'ai fait l'avocat du diable. Sont infirmières, hein, c'est encore plus. Oui, il ne faut pas être malade dans le domaine de la santé. Les professionnels de santé, je pense que c'est pire. Absolument. Mon Dieu, elle est anxieux. Absolument. Ils sont brûlés, malheureusement. En même temps, je la comprends. Fait que, c'est pour ça qu'on ne peut pas les. Mais là, ce que vous me dites. Elle est brûlée quand même. Oui, elle s'en va vers un échec. Donc, c'est quoi? Au final, on arrive au même résultat avec beaucoup plus d'écorches. Je suis brûlé parce que, surtout dans le milieu de la santé, les gens ne sont pas fous, ils vont bien voir qu'il y a une problématique. Donc, elle a intérêt, sans dire le trouble, je vais chercher du soutien, mais le soutien, là, ça ne va pas la dispenser de rencontrer les exigences académiques comme les autres. Jamais on va excuser un étudiant de ne pas remettre un travail. Là. On va se sentir, pourquoi tu ne le remets pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai qu'il va y avoir des extensions sur une année. Là. Oui. Et après, on va à la pause. Mais les troubles de santé mentale, c'est tellement stigmatisant. Oui. À 25 ans, je n'avais jamais déclaré que j'avais un problème de santé mentale. À mon âge, je l'aurais jamais rien assuré. Et voyez-vous, je comprends le jeune qui a des réticences à se déclarer comme personne demandant d'accommodement pour les problèmes de santé mentale. Mais on le fait avec beaucoup de respect. Là. La lettre qu'on remet, il n'y a jamais de diagnostic. Le diagnostic reste dans le bureau. Oui, mais même si le diagnostic n'est pas déclaré, le problème de trouble de santé mentale, c'est une stigmatisation qui dure dans toute la vie. Aller sur le marché du travail, c'est très stigmatisant. Mais je suis obligée de vous dire que plus on en parlera, plus ça sera facile. Moi, c'était pas winner d'avoir un trouble du déficit de l'attention quand j'étais jeune. J'étais plutôt tannante, paresseuse, fatigante, achalante, hyper dynamique.
et brouche-brouche, comme maman dit. C'est une expression familiale. Maintenant, quand je dis que j'ai un trouble de déficit de l'attention, il y a des sourires. Il y a des gens qui trouvent « Ah, Marie Latoupie, je connais quelqu'un » ou « Marie Latoupie, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu es capable de faire à peu près 7-8 tâches, d'être impliqué dans à peu près plusieurs choses, puis d'avoir un dynamisme un peu hors du commun. Peut-être pas hors du commun, mais un petit peu plus que les autres. Une dernière, ça va être la dame avant la pause. Après, si vous revenez, une dernière question. En fait, c'était pas une question, c'était plus pour aller pour faire un coup de pouce sur ce que vous dites ici. Moi qui étais étudiante ayant des problèmes de santé mentale et de santé physique, je me suis faite aussi comme témoin ici pour en parler autour de moi, en parler dans mes cours. Comme ça, les gens disaient comme « Ah, tu as des services parce que… » Absolument. Puis le fait d'en parler, moi je me suis fait comme quasiment un plaisir en faisant cette… Oui, un petit peu. Puis je pense que le fait d'en parler de plus en plus, puis que les gens fassent « Ah, ok, ben elle… » On met un visage aussi, c'est une étudiante handicapée, ok, elle est capable de faire plein de choses, elle réussit dans ses études parce qu'elle a des services. Mais je pense que moi, ça l'a permis de c'est ça, les gens sont comme, ah, ok, ben, c'est ça une étudiante handicapée. Elle a la normale, hein? Sur ça, là, moi, je trouve ça extraordinaire. On va à la pause, si on vous revoit, je pense que c'est à 10h30. À 10h30, on poursuit avec… On va le temps de recommencer, vous êtes là, puis les gens vont se joindre à… On va reprendre si vous voulez bien. J'étais triste quand vous avez dit, ou attristé, quand vous avez dit que 20 ans ont passé comme 6 mois. Quand je suis sortie de tout ça, c'est l'impression que j'avais que c'était passé que 6 mois dans ma vie. Mais OK, on va recommencer. Il y avait pas quelque chose quand j'étais mariée, je suis mariée, je suis Oh, j'aime. Ah, non. C'est elle qui gagne. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la première partie qu'on a vue? Très intéressant. Oui, parfait. On va poursuivre rapidement avec une vision institutionnelle parce qu'on va aller plus là de l'approche humaniste, c'est-à-dire le modèle social du handicap, vers une approche légaliste, c'est-à-dire les accommodements raisonnables. Donc, une vision institutionnelle qui s'arrive sur le cadre législatif québécois, c'est la politique de l'UQAM. À l'Université du Québec à Montréal, où on travaille, le service que je gère existe depuis 1985. Donc, on ne peut pas dire que l'UQAM n'a pas été proactif, mais c'est clair comme en 1985, il y avait 20 étudiants, c'était 4 personnes en fauteuil roulant, puis c'était des étudiants sourds. Aujourd'hui, c'est 1500 dossiers actifs dans toutes les facultés, dans tous les cycles d'études, tout handicap confondu. Donc, la politique 44, qui est vue le jour en 1987, a été revue et réaménagée pour s'arrimer sur le cadre du modèle social du handicap. Et cette politique est l'occasion pour l'université de réaffirmer son engagement ferme à l'effet de réduire les disparités et d'œuvrer activement à faire disparaître progressivement les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap. Rappelez-vous, ça peut être environnemental, ça peut être situationnel et ça peut être culturel. Par la présente politique, l'université fait appel à la responsabilité personnelle et collective de tous les membres de la communauté universitaire. Chaque membre et unité organisationnelle doit intégrer dans leurs tâches et leurs fonctions des préoccupations et des responsabilités quant au fait d'assurer l'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'ensemble des responsables et à l'ensemble des ressources et des activités de la communauté universitaire. C'est donc une responsabilité partagée. L'étudiant n'appartient pas au service
L'étudiant a été accepté à l'université avec une base d'admission. C'est l'établissement universitaire qui va lui donner un diplôme. Nous, on est là pour accompagner l'étudiant à lui et valider les aménagements qu'il a besoin. Puis cette politique-là, elle permet d'interpeller chacune des composantes de l'université, y compris le corps enseignant. Vous savez, dans les universités, Marie l'a bien dit, c'est des chercheurs à l'université plus que des pédagogues, et il y a les professeurs, et après, tout de suite après, il y a Dieu. Ou il y a les médecins, il y a les médecins, les psychiatres, puis il y aurait Dieu. Tout ça ensemble. Et dans certains endroits, Dieu n'existe plus, il n'y a que ces corps de profession. Imaginez les professeurs de médecine. Dieu n'existe pas. Il n'y a que les professeurs de médecine. Donc, ça serait la malhonnêteté intellectuelle de dire que c'est toujours facile, mais il y a un changement de mentalité qui s'est vu. Mais moi, je continue de croire que ce que j'aime de mon travail, c'est que l'étudiant en situation de handicap, peu importe son diagnostic, c'est qu'il n'interpelle pas une composante de la structure, mais l'ensemble des composantes de la structure. Donc, il peut être interpellé par les exigences académiques, par un besoin de local isolé. On a une salle de repos à l'UQAM avec un lit, par un besoin de toilette adapté réservé avec un lève-personne. On a ça également. Il peut être aussi interpellé malheureusement par la sécurité, parce que quand quelqu'un ne prend pas ses médicaments, il se désorganise, puis qu'un professeur a de la difficulté dans sa classe ou qu'il y a un risque pour lui, pour les étudiants ou pour l'étudiant qui se désorganise, c'est la sécurité. Donc, c'est la sécurité qui va nous demander, Monsieur Levis, est-ce que c'est un étudiant chez vous? Non, là, on demande si l'étudiant veut ouvrir un dossier. Cette politique-là, donc, interpelle chacune des composantes de l'université, y compris la cafétéria, pour dire, bon, est-ce qu'on a des comptoirs adaptés, ainsi de suite. Mais elle n'est pas que sur le modèle du handicap traditionnel, elle est sur la situation de handicap, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il y a un trouble, où le handicap est significatif et persistant. C'est bon? Et pour notre vision, on a eu à l'UQAM une mention de la politique à part entière de l'Office des personnes handicapées en 2010. La réalité des forces et des défis des étudiants ayant un trouble de santé mentale, je vais laisser la parole à Marie. Alors, on en a parlé un peu, hein. C'est quoi les forces des gens qui ont des troubles de santé mentale? J'aurais aimé ça vous questionner. Regardez pas trop, dites-moi si vous voyez des forces chez ces gens-là. Wow! J'ai enlevé la diapo, il va... Il l'a enlevé, c'est parfait. J'imagine que c'est pour chaque personne, certains que les forces. Il y a des forces pour chaque personne, oui. Chacun a une saveur particulière, comme n'importe qui d'autre. Ce n'est pas une personne, c'est pas un schizophrène, c'est une personne ayant une schizophrénie. Donc, effectivement, comme toutes les autres. Parfait. Ensuite, un autre. On apprend à mettre nos limites. On connaît nos limites. Oui, ça, j'aime ça. Mon Dieu. Un point. Des fois, plus que des étudiants. Une étoile. Ici. Ben, rendu à l'université, le principe là, je trouve que c'est des gens qui sont vraiment tough. Persévérants. Tough, j'aime mieux le mot. L'humain moyen, il aurait lâché. J'aime ça. Ils continuent quand même de son vraiment. Exact. Vous aviez, c'était la même chose? Peut-être une maturité. Une maturité. Vous avez une... Ben, vous, parce que j'ai vu que quelques personnes, ils ont une maturité parce qu'ils ont passé dans des affaires. Moi, je leur dis aux étudiants qui n'en ont pas, vous ne pouvez pas savoir dans quoi ils peuvent passer. Dans le système hospitalier, dans le système de consultation, dans la médication, c'est des gens vraiment qui ont passé toutes sortes de choses, une expérience de vie hors du commun. Ce que je vois avec mon fils, déjà juste 13 ans, mais il y a des bonnes méthodes de travail. Et oui, ils développent des choses, ils ont déjà, eux, des stratégies personnelles qui doivent être connues et écoutées et qui permettent de s'adapter. Des habiletés naturelles. Voilà. Alors, il y avait monsieur. Excusez, je n'ai pas vu votre... Moi, je voulais peut-être dire des visions différentes, des créatives. Tout à fait. Et ils en trouvent des solutions aux autres, en tout cas, parce qu'ils ont été confrontés à leur obstacle, absolument. Donc, une connaissance de soi hors du commun. Hein, ça rejoint un peu ce que vous dites. Capacité de faire des choix, parce qu'on les met dans des situations de choix. Tu prends ta médication, qu'est-ce que tu prends comme médication? C'est quoi tes habitudes de vie? Comment tu vas... Ils ont à faire des choix constamment pour leur santé. Donc, c'est des gens qui sont capables de comprendre des options, de voir des forces et du positif, du négatif, puis de voir qu'est-ce qui va leur être confortable pour eux. Ensuite, j'avais pas fini. Connaissances techniques, ils ont des habiletés. Autant d'habiletés naturelles que des connaissances techniques pour des stratégies. Tout à fait. Puis, ils ont une expérience de vie, je reviens encore à madame ici, l'expérience de vie hors du commun,
d'avoir pensé à travers tout ça. Oui. Je veux l'empathie vers... Tout à fait, des habiletés, je vous le dis, des habiletés naturelles qu'on doit aller chercher. Ils ont des talents, des dons, mais comme n'importe qui d'autre, et il faut les chercher. Mais je pense que ma nièce qui a développé des difficultés une fois qu'elle était rendue à l'université. Avant ça, elle n'avait pas de difficultés assez importantes pour limiter son fonctionnement. Mais maintenant, elle n'a pas, selon moi, elle a développé, mais c'est comparativement quelqu'un qui aurait des difficultés depuis l'école secondaire où ils ont eu à développer ça. C'est un autre scénario. Ça, c'est la santé mentale, c'est que ça arrive souvent plus tard dans le processus. Donc, ces gens-là ont à apprendre ça rapidement. D'où le pourquoi le service existe et qu'on veut qu'ils viennent nous voir parce qu'on peut leur donner des outils. On va en voir un petit peu plus loin. Il y a des deuils qui ne sont pas faits non plus. La connaissance de soi, si le diagnostic est arrivé à 20 ans versus le diagnostic arrivé à l'âge de 13 ans, les habiletés sont peut-être pas là. Il y a des habiletés naturelles que la personne ne connaît peut-être pas encore. Et là, le rôle du conseiller, c'est beaucoup dans la relation d'aide, dire « t'es pas qu'un trouble anxieux ». Je me rappelle très bien d'une étudiante qui est arrivée dans une période d'examen, on avait juste changé le local. Puis c'était pas son local habituel, mais c'était une crise là, en larmes, puis c'était une dame d'une quarantaine d'années. Bienvenue Sylvain dans mon trouble anxieux. C'était un char de marde qu'elle me donnait. Puis moi je souriais, je dis, c'est correct, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution. Reste dans mon bureau, on se calme un peu, on va faire un thé, on va trouver une solution. Puis après, je lui ai demandé, est-ce que tu es prête à refaire l'examen si on retrouve un local? On avait changé la routine, puis elle a dit oui. Elle avait développé ça. Mais elle avait besoin de dire, là, tu me vois dans mon pire moment, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça, on va faire avec. Je voulais faire une parenthèse de ce qui a été dit avant le break. Quand on parle d'exigence, la plupart des gens, il y en a qui viennent me voir et disent « Ah, cet examen-là, je ne veux pas le faire, je veux trouver un autre moyen, je ne veux pas avoir à faire face à cette exigence-là académique. » Par la suite, quand on discute ensemble, on se rend compte que c'est bien plus le moyen. Parce qu'en fait, ils veulent le faire comme les autres. C'est la peur qui les envahit totalement. Après, quand j'ai discuté avec eux autres, avec la personne, habituellement, elle me dit « Oui, je veux le faire. Avec les moyens que tu me donnes, j'ai aucun problème à faire face. » Alors, en temps normal, c'est ce que j'explique aux professeurs, ils ne veulent pas passer à côté des exigences. Mais la peur est tellement grande que c'est comme ça que ça se transmet. Je ne veux pas le faire, mais qui aime souffrir? Levez vos mains. Oui, qui aime souffrir. Hein? Personne n'aime souffrir. Donc, et quand le feu arrive, on passe à côté. Le fuir une souffrance, c'est tout à fait normal. Comment le faire? Alors, les défis, on en a parlé beaucoup. Alors, je vais juste renoter l'isolement, qu'on a parlé, le rejet que ces gens-là peuvent avoir, la peur du jugement, si j'ouvre ça, si les gens le savent, si je suis dans le domaine de la santé, et on me pose une étiquette et qu'on m'enlève la possibilité d'avoir des postes disponibles, j'ai peur. Il y a des ruminations, il y a des pensées récurrentes, des croyances négatives qui reviennent. On a beau des fois pallier, on se dit, ben oui, ben écoute, on l'a réglé, là, Marie, écoute, tu y en as parlé, là, ça devrait aller bien. Non, ça va revenir au milieu de la session. Ça va peut-être revenir à la fin de la session. Cette peur-là, ces croyances-là, la perte de l'estime de soi va revenir, même si j'en ai parlé, même si j'ai mis tout sur la table, fort probablement que la personne, à un moment donné, va se confronter à ça et ça va revenir. C'est un gros défi. Et si on fait le lien avec ce que tu disais juste avant, parce que ça répond peut-être à la question de la dame, en médecine, s'il y a bien une place où on fait des entrevues puis des tests de sélection, c'est en médecine. Ça n'a pas empêché un docteur de tuer ses 2 enfants. Et ce que je dis toujours, il faut être vigilant à partir du moment où quelqu'un se connaît. C'est comme la même chose pour la déficience auditive, mais il est sourd, il ne pourra pas conduire sa voiture. Ben, j'aime mieux savoir qu'il est sourd que le petit jeune qui a 25 ans, qui met sa musique au fond, qui pense que lui, il lui entend et qu'il va entendre klaxonner. Donc, la personne qui se connaît, elle est beaucoup plus sécuritairement capable de fonctionner dans un cadre X que l'autre personne qui pense que tout